se veut assez courte, qui durera une trentaine de minutes, puis ensuite on aura un temps donc, qui sera réservé aux questions durant une dizaine de minutes. Donc déjà, je vous remercie d'être aussi nombreux pour suivre cette conférence qui a pour thème mettre en place un projet de bâtiment connecté et communicant. Donc, je m'appelle Alexis Pérez, je suis chef de projet innovation à Certivea et donc j'ai travaillé notamment contribué à la mise en place du label R2S. Donc c'est une présentation qui se veut axée tour d'expérience. Donc je vais dans un premier temps rappeler pour ceux qui ne connaîtraient pas quels sont les grands principes de R2S, de son contenu, de son approche. Euh, et ensuite, je me concentrerai sur les aspects retour d'expérience. On me dit que j'ai de l'écho. N'hésitez pas à prévenir si jamais vous entendez pas très bien de votre côté. Alors, je vais commencer. Donc, la création du label R2S. Qui sont les créateurs du label? Donc, on a Certivea, la Smart Planning Alliance et l'Alliance HQ. Donc, SBA et l'Alliance HQ sont deux associations avec lesquelles on a œuvré à la création du cadre de référence et du référentiel R2S. Donc, ce travail, il a débuté chez la SBA il y a de nombreuses années. Donc pour rappel, la SBA, c'est une association qui a pour but de fédérer les acteurs du bâtiment et du numérique autour de ces enjeux, de faire parler ces acteurs et ces mondes qui ne se parlaient pas forcément avant. Et on a l'Alliance HQE qui est davantage sur les sujets développement durable, résilience, Résilience. environnement, etc. Donc, avec ces deux associations, nous avons travaillé à établir ce référentiel qui a émergé en un label en juillet 2018. Donc, maintenant, ça va faire R2S fêtera ses 2 ans très prochainement. Euh, pour commencer, un petit rappel de la notation du R2S. Donc, R2S, ça concerne les bâtiments non résidentiels, quelle que soit la phase en conception, réalisation, exploitation. Il y a un nombre de prérequis qui varie selon la phase dans laquelle on se situe. Donc, pour rappel, un prérequis, c'est une exigence qui est obligatoire, qu'on doit forcément atteindre pour pouvoir candidater, pour pouvoir obtenir le label. Et ensuite, on a un système de notation d'un niveau base à 3 étoiles qui permet de récompenser les projets qui ont fait des efforts particuliers dans les exigences liées au R2S. Donc, avec un système de pourcentage, donc de 20% en 20% qui augmente jusqu'à obtenir 3 étoiles. Ensuite, comment se construit le label R2S? Quels sont les thèmes qui sont associés à ce référentiel? Donc, on les a sur cette slide, donc, cette pyramide de thèmes qui commence par son socle. Donc, le socle du R2S, c'est 3 thèmes techniques. On a la connectivité, donc qui regroupe tous les enjeux qui sont liés à la connectivité filaire, sans fil du bâtiment. Donc, on a à la fois le rattachement du bâtiment à l'extérieur, le câblage interne du bâtiment, des enjeux qui sont liés au GSM, au Wi-Fi, à la redondance du câblage, par exemple, à sa résilience. Également, la protection de l'accès au câblage. Ensuite, on a un thème réseau qui est davantage lié aux données. Une fois qu'on a défini les câbles, c'est quel est le réseau, quelles données vont circuler sur ce réseau. Et on a une question qui est centrale, qu'on verra juste après, c'est définir le périmètre du réseau qui nous intéresse, parce qu'avec R2S, on labellise finalement plus un réseau qu'un bâtiment. Euh, donc c'est comment ces données, ce quatrième fluide va circuler au sein du bâtiment. Donc on va s'intéresser aux équipements, aux switches, quelles sont leurs caractéristiques par exemple, comment se fait le routage des données, etc. Ensuite, on a équipement et interface, donc ça s'intéresse aux interfaces de programmation, donc les API notamment. Donc avec connectivité, on a défini le câblage, avec architecture réseau, les équipements qui sont reliés à ce câblage, à ce réseau, et avec équipement et interface, on va définir comment les données qui circulent sur ce réseau se rendent disponibles
à la couche service. Ensuite, on a deux thèmes qui sont davantage liés à la gouvernance du projet. Alors, on a un thème sécurité numérique qui est un peu entre les deux, qui regroupe à la fois des principes techniques, parce que tout ce qu'on a défini précédemment, donc le réseau, les équipements, les API, on va voir comment est-ce qu'on peut les sécuriser. Donc, on regroupe des notions de mécanismes d'authentification, par exemple, comment un équipement va se connecter au réseau smart, comment est-ce qu'il va s'identifier, s'authentifier, comment est-ce qu'on va chiffrer les données qui circulent sur le réseau, par exemple, comment est-ce qu'on va séparer logiquement certains équipements pour qu'ils ne communiquent qu'entre eux, comment est-ce qu'on va surveiller le trafic et le flux des données. Donc voilà tout un aspect technique qui regroupe des éléments sur les caractéristiques des équipements et ce qu'ils peuvent supporter, ce qu'ils peuvent accepter sur le réseau. Et on a tout un aspect également procédure, gouvernance qui est important également dans la sécurité numérique. C'est une fois qu'on a mis en place ces équipements et ces caractéristiques liées à ces équipements, comment est-ce qu'on va faire en sorte que tout ça vive? Donc, il ne suffit pas d'avoir des équipements qui permettent de détecter des intrusions, par exemple, ou des flux inhabituels. Il faut ensuite que l'humain qui est derrière ces équipements puisse agir. Donc, on a des éléments sur la gestion des traitements, enfin des incidences, le traitement des alertes, la cartographie du réseau. Donc, une fois qu'on a détecté une alerte, qui va agir, dans quel délai, comment est-ce qu'on va résoudre le problème, comment est-ce qu'on va indiquer que le problème est résolu, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on a positionné sécurité numérique dans cette strate, c'est pour montrer qu'il y a un aspect gouvernance qui est très important également dans la sécurité numérique. Ensuite, on a management responsable, donc qui est une thématique qui regroupe de nombreux enjeux. Donc, on a à la fois des éléments qui sont liés au commissionnement, au management du projet, donc qu'on retrouve à travers les labels et les certifications de Certiva. Donc, c'est comment est-ce qu'on va accompagner, mettre en place le projet de labellisation sur un bâtiment. On a également très important des éléments sur la propriété juridique, donc de l'infrastructure technique du bâtiment, des données. Et pour finir, on a également des éléments sur la prise en compte de l'environnement dans tout ça. Donc comment tous ces équipements dont on parle, ces équipements réseau, ils ont un poids. Donc comment est-ce qu'on va faire pour évaluer ce poids environnemental des équipements électroniques du bâtiment et également une exigence sur les ondes électromagnétiques. Donc on a détaillé ces 5 thèmes et l'objectif, la finalité, c'est d'en arriver au sixième qui est tout en haut de la pyramide, qui sont les services. Alors, il y a un point qui est important à comprendre dans le R2S, c'est qu'il ne s'appelle pas R2S pour rien, donc R2S, c'est Ready to Service, donc c'est-à-dire être prêt à, être en capacité de délivrer des services. Mais comme on l'a vu précédemment, le label s'adresse à toute une série de bâtiments non résidentiels. Donc, quand on dit non résidentiel, ça peut aller du centre commercial au bâtiment de bureau, au campus d'enseignement. Donc, qui typologie, activité variée, dit besoins de services qui sont variés. C'est pour cette raison qu'on n'a pas imposé dans le R2S la mise en place de services particuliers. R2S, on dit que ça permet de déployer toute l'infrastructure, toute la technique pour déployer les services qu'on a envie de mettre en place sur le bâtiment. Et ensuite, on le verra tout à la fin, l'objectif après le R2S, c'est venir développer des déclinaisons servicielles qui vont venir se plugger sur le label. Donc, en ce moment, il y a notamment ForGrid sur l'énergie. Donc, si jamais vous voulez un bâtiment serviciel énergétique, vous pourrez souscrire à R2S ForGrid, par exemple. J'avance dans ma présentation. Je voulais noter quelques enjeux relatifs à ces thèmes du label. Donc, il y en a de nombreux, j'en ai noté quelques-uns ici, de retours d'expérience qu'on a pu accumuler à travers les discussions, les audits qu'on a eus avec les différents maîtres d'ouvrage demandeurs du label. Donc voilà, quelques-uns par thème. Donc on a la connectivité dans un premier temps qui est vraiment vue comme étant le socle important, nécessaire pour les maîtres d'ouvrage et les demandeurs. Donc voilà quelques chiffres qui permettent d'étayer l'importance de ces sujets.
sur le fait qu'il y a de nombreux salariés qui rencontrent des problèmes de connexion et que ça leur pose tout de suite un problème de productivité. On le voit très bien dans nos entreprises, si jamais il y a une coupure de la connexion Internet, pour le tertiaire en tout cas, on a, euh, on a beaucoup de personnes qui sortent des bureaux parce que maintenant nos outils sont sur SharePoint, on travaille sur le cloud, etc. Et même pour le bâtiment, au niveau de sa gestion technique, il y a des services qui peuvent être hébergés, pas forcément en local, donc ce qui peut arrêter ou amoindrir, s'il n'y a pas de mode dégradé, certaines fonctions du bâtiment. Ensuite, on a le réseau. euh, Auprès des demandeurs du label, on a une compréhension de l'importance du sujet. On a un intérêt de plus en plus fort pour la donnée et sa valorisation. Donc c'est quelles sont les données qui circulent sur mon bâtiment et comment est-ce que je vais les valoriser, comment est-ce que je vais m'en servir sur le bâtiment. Donc, on n'a pas vraiment de chiffres précis parce que c'est pas un thème qui se prête à des éléments chiffrés, mais on a de plus en plus de données qui sont produites sur le bâtiment et des données qui sont pas forcément fiables, qui sont qui sont pas forcément de bonne qualité. Donc c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte que ces données soient fiables, de qualité, et qu'elles circulent efficacement sur le bâtiment pour être mises à disposition des services. Équipement et interface, c'est un thème qui est très nouveau pour le secteur du bâtiment. Donc c'est davantage lié, comme on le disait précédemment, aux interfaces de programmation, donc à des sujets informatiques. Et on voit que c'était le thème où il y avait le moins de connaissances des acteurs quand on labellise des bâtiments R2S sur le sujet. Mais on remarque qu'il y a un intérêt assez fort et qu'il y a une compréhension de plus en plus prégnante des enjeux qui sont liés à l'équipement interface et à l'interopérabilité. Donc derrière cette prise de conscience, il y a des réalités comme le fait que les maîtres d'ouvrage ne souhaitent plus être enfermés dans des logiques propriétaires où il y a des équipements qui sont mis en place sur un bâtiment. Et si jamais on veut mettre à jour ou déployer d'autres équipements ou d'autres services, on est obligé de fonctionner uniquement avec les équipements de la même marque, etc. Donc ça, c'est un élément que les demandeurs et les maîtres d'ouvrage qui souscrivent au R2S ou ceux qu'on a rencontrés sont très sensibles à ces enjeux-là. Donc c'est un point qui revient souvent dans les discussions qu'on a avec eux. Ensuite, on a sécurité numérique qui est un thème assez contradictoire parce que d'un côté, on a le discours et dans les chiffres, la compréhension que le numérique, quand il y a des intrusions ou même quand c'est pas bien géré, de toute façon, il peut y avoir des dommages assez forts en termes d'activité pour les entreprises. Mais d'un autre côté, il n'y a pas forcément de stratégie de gestion des risques ou de stratégie de sécurité numérique qui est mis en place au sein des entreprises. Euh, donc c'est intéressant à voir et tout l'enjeu du thème sécurité numérique, ça va être de montrer qu'on peut déjà dans un premier temps mettre en place des mesures simples et des procédures pour se sécuriser. Ensuite, on a management responsable. Comme je le disais, on a des acteurs qui sont de plus en plus sensibles aux enjeux liés à la propriété juridique. Euh, c'est notamment grâce au RGPD qui est paru de mémoire, je crois que c'était le 25 mai 2018, qui a mis un peu sur le devant de la scène tous les sujets qui sont liés à la protection des données personnelles et qui a sensibilisé de nombreux acteurs à ces sujets-là. Donc on voit que c'est une question qui se pose de plus en plus au sein des organisations qu'on rencontre. Et également un sujet qui émerge, c'est le poids, le bilan environnemental du numérique qui pèse de plus en plus lourd dans le poids environnemental d'un bâtiment. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet au sein du R2S. Et pour en arriver, comme je le disais précédemment, au service. Donc l'intérêt des enjeux, enfin l'intérêt de ce qu'on a mis en place précédemment, de la connectivité, du réseau, des équipements interface et de la sécurité numérique. Il peut y avoir des enjeux qui sont intrinsèques au thème, donc la connectivité, c'est apporter une bonne connexion, équipement interface, c'est avoir plus d'interopérabilité et ne pas être lié à une solution propriétaire.
Mais il y a un intérêt aussi parce que ces thèmes permettent ensemble d'arriver à déployer des services numériques pour le bâtiment. Et quand je parle de services numériques, ils sont assez variés. On peut parler de services énergétiques, de services d'information, par exemple, d'aide à la décision sur le confort des usagers, sur la maintenance du bâtiment, des services qui sont liés au RIE, par exemple. Donc il y a le champ des possibles n'est pas limité. Et donc ça, c'est un intérêt et on le verra dans les slides qui suivent, fort des maîtres ouvrages de déployer des services numériques pour les preneurs et aussi pour le bâtiment pour ses performances. Euh, une charte pour la transition numérique du bâtiment. Donc, en 2017, à l'occasion du CIMI, il y a une charte qui a été élaborée par le ministère de la Cohésion des Territoires et qui se base sur le cadre de définition de la SBL et de l'Alliance HQE. Donc, le cadre de définition, c'est la pyramide qu'on a vue précédemment avec les 6 thèmes. Et en résumé très bref, cette charte dit si jamais vous souhaitez vous engager dans un projet de bâtiment connecté et communicant, la SBR et l'Alliance HQE ont établi une charte avec des grands principes qui sont donc la connectivité, l'architecture réseau, le management responsable, etc., et qui encouragent les acteurs à se baser sur ce cadre pour déployer leurs projets. Euh, à l'occasion du CIMI 2018, il y a eu un retour d'expérience qui a été fait par rapport à cette charte, donc qui a été signé par une centaine d'acteurs, à la fois des maîtres d'ouvrage, des foncières, des promoteurs, mais également des maîtres d'œuvre, des AMO, tout un tas d'acteurs du bâtiment. Et donc il y a eu un questionnaire qui est passé parmi eux, et je vais vous donner un extrait des réponses apportées sur les attentes des maîtres d'ouvrage par rapport aux bâtiments connectés et communicants. Donc on a noté 5 attentes. Donc, je dirais que les 3 premières attentes sont des attentes un peu plus qu'on a l'habitude d'entendre à Certiva quand on parle de label ou de service ou de valorisation du bâtiment. Si je mets en place un label, si je mets en place un projet de bâtiment connecté et communicant, je veux que ça valorise mon actif, je veux qu'il prenne de la valeur tout simplement. Je veux également attirer plus les utilisateurs, me différencier vis-à-vis de la concurrence, vis-à-vis d'autres bureaux ou d'autres types de bâtiments, de même typologie de bâtiments que moi, en indiquant, en montrant que je peux déployer des services, que mon bâtiment regroupe des conditions de connectivité qui intéressent les utilisateurs, par exemple. Ensuite, il y a un aspect performance, c'est donc ce numérique que je mets en place dans le bâtiment, je veux également qu'il me serve à améliorer sa gestion. Donc, ça peut être d'améliorer les consommations énergétiques du bâtiment, améliorer le confort des utilisateurs, la sécurité à travers la vidéosurveillance, la détection intrusion, etc. Et ensuite, il y a 2 autres sujets qu'on voit, qui sont un peu plus nouveaux à mon sens, qu'on voit un peu moins ou qui émergent plus. Donc, ouverture, on en a parlé un peu. Donc, c'est le fait de pouvoir récupérer facilement les données du bâtiment. Donc, ça regroupe un peu les enjeux qui sont liés aux solutions propriétaires, euh, ou parfois à la complexité de l'architecture technique du bâtiment, de la circulation des données, etc. Donc, en mettant en place ce numérique, je vois que mon bâtiment est créateur de valeur et tous les services que je mets en place au sein de mon bâtiment, ils sont alimentés par des données. Et plus cette donnée est fine, plus elle apporte un service qui est précis, qui est contextualisé par rapport aux attentes du preneur ou enfin de l'exploitant. Donc c'est comment est-ce que déjà dans un premier temps je vais récupérer les données et comment est-ce que je vais les exploiter pour avoir des services pertinents pour les acteurs du bâtiment. Ensuite, on a un dernier point qui regroupe des éléments qui sont liés à la flexibilité du bâtiment, avec, donc, à travers flexibilité, ce que les acteurs ont répandu, c'est le fait de pouvoir déployer des nouveaux services facilement, étant donné qu'il y a de plus en plus de changements de locataires qui restent de moins en moins souvent dans les immeubles. Comment est-ce que je vais m'adapter à un nouveau preneur qui peut avoir des envies de services qui sont différents du preneur précédent. Également, flexibilité
de ces équipements, de ce câblage qu'on met en place dans un projet de bâtiment connecté et communicant. Donc, une fois qu'il y a un changement de locataire, qu'il y a des travaux à l'intérieur du bâtiment, comment est-ce que je vais faire pour ne pas avoir à retirer tous les câbles depuis le local répartiteur du bâtiment, etc. Comment est-ce que je vais faire en sorte d'avoir une architecture de câblage, une architecture technique numérique, on va dire, qui soit modulable et qui soit évolutif et qui puisse s'adapter selon les attentes des preneurs du bâti. Euh, donc, valoriser son bâtiment, ça regroupe, donc ça permet de mettre en chiffres le premier point qu'on a vu précédemment sur le fait qu'un bâtiment connecté et communicant, ce qu'on attend, ce qu'attendent les maîtres d'ouvrage, c'est de la valeur. Donc, un chiffre qui permet de mettre en avant cet aspect-là. C'est le fait que 46% des entreprises sont prêtes à payer une prime de 10% pour un bâtiment intelligent, entièrement connecté. Donc, on regroupe un peu la philosophie de la SBA derrière ce message. Donc, la valorisation ne se fait désormais plus uniquement à travers la localisation et le prix, mais également à travers les services. Donc, ce n'est pas à travers ce schéma, on ne dit pas que la localisation et le prix n'influent pas, ce sont des paramètres extrêmement importants évidemment, mais que le service peut être un élément différenciant, toute chose égale par ailleurs, entre deux bâtiments et qu'un preneur sera attiré davantage par un bâtiment qui déploie des services, un bâtiment qui est plug and play en quelque sorte, où le preneur ne veut plus perdre de temps à s'installer, mais veut juste, voilà, si j'image ça, il veut juste arriver, poser ses ordinateurs et commencer à travailler immédiatement. Et donc, c'est un peu la promesse, et au-delà de ça, la réalité du bâtiment R2S, bâtiment connecté et communicant, c'est de permettre justement une installation rapide et de permettre de faire en sorte que le bâtiment s'adapte selon les exigences des preneurs également. Donc on voit, ça étaye un peu le propos, que le fait d'avoir un immeuble intelligent et connecté, ça prend de l'importance dans les choix immobiliers. Donc, comme on le disait précédemment, c'est pas le premier critère de choix, mais c'est un critère qui monte parce qu'il a plus que doublé entre 2018 et 2019. Donc, le fait que le bâtiment soit intelligent, c'est dans le top 5 des critères lors du choix d'un immeuble. Donc, voilà, c'est un critère à prendre en compte de plus en plus, alors qu'on voit que les autres éléments, sauf les conditions locatives favorables, sont en diminution légère entre 2018 et 2019. Et il me semble que c'est le dernier point sur les enjeux. Donc, on a remarqué en s'intéressant à ce sujet du numérique et du bâtiment connecté, l'importance des services, donc à travers deux éléments, notamment deux tendances, mais il y en a évidemment bien d'autres. Le retour des campus, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de campus qui font des demandes de labellisation et on retrouve de plus en plus de grandes entreprises qui quittent les centres-villes pour se délocaliser proche des grandes villes et rassembler leurs équipes dans des campus. Donc on a plusieurs grandes entreprises comme ça qui développent des campus et qui ont fait des demandes de label R2S. Et un peu l'équation qu'il y a sur ce sujet, c'est on éloigne géographiquement les salariés, mais en échange, on a un campus qui est beaucoup plus fonctionnel et qui déploie beaucoup plus de services liés au confort, liés au bien-être, etc. Et ensuite, on a le développement du coworking, donc à la fois pour les petites et les grandes surfaces. Donc, on a une multiplication par 10 du nombre d'espaces de coworking en 5 ans en France. Et ce sont des espaces coworking qui sont très serviciels. Donc on regroupe cette philosophie expliquée précédemment de j'arrive et je veux que tout soit à peu près, qu'il y ait des services, qu'il y ait des espaces disponibles et que je me concentre uniquement sur mon activité. Donc un peu le point commun à travers ces deux tendances qu'on a détectées, c'est l'importance des services.
Maintenant, jusqu'à la fin de la présentation, je vais rentrer dans des éléments un peu plus techniques pour vous faire un retour d'expérience sur le R2S. Donc, un point sur lequel je voulais m'attarder un tout petit peu, qui est important, c'est le réseau Smart. Donc, comme on le disait précédemment, avec R2S, on labellise plus un réseau qu'un bâtiment. Et il faut savoir que le choix du périmètre du réseau a une importance très forte dans le R2S, dans le sens où une très grande partie des exigences du R2S sont liées à la définition du périmètre du réseau Smart. Donc du coup, en fonction du choix de ce périmètre, les réponses que vous faites sur les critères du R2S ne seront pas les mêmes. Donc déjà, comment on peut définir rapidement ce qu'est un réseau Smart? Donc je vous ai mis la définition complète tout en bas, mais de manière plus simple, c'est le réseau fédérateur du bâtiment. C'est en quelque sorte c'est là où vont circuler les données. Donc c'est un réseau Ethernet IP euh, et qui va récolter les informations auprès des écosystèmes matériels et qui va mettre à disposition ces informations pour des services avec des API, avec des interfaces de programmation. Donc, il faut savoir que le périmètre de ce réseau est laissé libre aux porteurs de la démarche, avec un minimum qui est demandé pour le périmètre de ce réseau qui regroupe les éléments liés à la télémétrie des fluides, à la régulation du chauffage et de la climatisation. Donc, c'est-à-dire que le réseau Smart, c'est à minima le réseau qui fait circuler les données qui sont liées à ce périmètre. Chauffage, clim et télémétrie des fluides. Ensuite, s'il le souhaite, comme on le voit sur le petit schéma qui est à droite, le maître d'ouvrage peut décider de venir plugger d'autres réseaux à ce minimum. Donc ça peut être le réseau vidéosurveillance, le réseau contrôle d'accès, VDI, ça peut être peu importe le réseau, mais c'est à lui de décider le périmètre de son réseau. Euh, Et le périmètre de ce réseau a de l'importance également parce il est lié au service que veut déployer le maître d'ouvrage. Il sera beaucoup plus simple de déployer des services qui utilisent si on veut mutualiser, croiser des données par exemple, si ces données circulent sur le même réseau, ce sera d'autant plus simple de déployer les services qui sont liés à ces données. Voilà pour le périmètre du réseau Smart, qui est en quelque sorte, si jamais on souhaite s'intéresser au R2S dans un projet, qui est une des premières questions qu'on doit se poser sur le projet avant de s'attaquer aux exigences du référentiel. Quel est le périmètre du réseau que je souhaite déployer? Ensuite, un slide qui permet de mettre en avant quel projet de bâtiment se prête au label R2S. Donc, comme on l'a vu, ça concerne les bâtiments non résidentiels, toutes phases. Je voulais faire un petit décryptage des différents bâtiments qu'on a rencontrés en fonction des types de projets, ce qui fonctionne bien avec le R2S. Euh, donc, déjà sur le phasage du projet, donc, quand un bâtiment est en conception, c'est sûr, on a plus de facilité à intégrer du R2S parce qu'on part d'une feuille blanche et qu'on peut, c'est plus facile de mettre en place des éléments que sur un bâtiment existant. Donc, idéalement, il faut intégrer, si vous êtes en conception, intégrer le bâtiment le plus tôt possible, enfin le projet R2S le plus tôt possible pour qu'il infuse dans les cahiers des charges dès le début. Mais le point que je voulais dire sur ce phasage, c'est que en exploitation, en rénovation, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, le premier bâtiment labellisé R2S est un bâtiment qui était en exploitation. Et ce qui est intéressant avec R2S, c'est qu'il n'y a pas de blocage spécifique à l'exploitation ou la rénovation, dans le sens où il n'y a pas de contrainte sur les qualités intrinsèques du bâtiment, sauf une seule exigence sur la taille des locaux techniques. Ensuite, toutes les exigences liées au R2S, ce sont des exigences, comme on l'a vu, qui sont liées aux équipements, à des procédures, au logiciel, et donc, si jamais on a la taille des locaux techniques suffisantes, qu'on peut tout à fait mettre en place sur un bâtiment existant. Ensuite, au niveau des types de projets, d'après le retour d'expérience qu'on a eu, c'est plus facile et plus intéressant pour un projet de déployer le R2S quand le preneur est connu et il est associé au projet. Donc il y a certaines exigences qui ont attrait, par exemple, au fait de déployer un réseau preneur donc à la livraison pour que le preneur
quand il s'installe, il est déjà les équipements réseau, le câblage, etc., qui soient prêts pour qu'il s'installe le plus rapidement possible. Euh, et donc du coup, quand on connaît le preneur, on peut prévoir d'avance ces éléments pour que le projet, pour que l'installation du locataire se fasse le plus rapidement possible. Et éventuellement, si jamais on a un réseau smart qui est mutualisé avec le réseau preneur, ça permet d'avoir un réseau fédérateur commun au bâtiment qui déploie de nombreux services et on peut penser, donc dès la conception, réalisation du bâtiment, à la mise en place de ces services. Ensuite, quand le bâtiment est monopreneur, c'est un peu ce que je disais précédemment, donc il y a une facilité à déployer le réseau smart, parce qu'on a des cas de bâtiments donc monopreneurs qui mutualisent le réseau services généraux avec le réseau preneur parce qu'ils sont tout seuls dans le bâtiment. Et donc, du coup, à ce moment-là, le DSI peut être intégré aux réflexions dès la conception et c'est lui qui peut administrer le réseau du bâtiment avec le réseau preneur, alors que c'est plus complexe à mettre en place quand le bâtiment est en multipreneur. Ensuite, on a les bâtiments qui sont livrés en blanc. Donc, tout ce que je voulais dire, c'est qu'on a plus de facilité quand c'est monopreneur ou que le preneur est connu. Dans la plupart des cas qu'on rencontre, hein, évidemment, il y a toujours des cas particuliers. Ça ne veut pas dire qu'on a moins de facilité et qu'on ne peut pas se faire labelliser quand le bâtiment est livré en blanc ou qu'il est multipreneur. Et on a tout à fait prévu ce cas-là dans la construction des exigences du référentiel. Donc, par exemple, pour la connectivité, on a des exigences qui sont liées au câblage. On peut soit, en dernier niveau d'exigence, câbler jusqu'à l'espace privatif, ou on peut, si jamais on ne connaît pas le preneur et que le maître d'ouvrage ne souhaite pas s'engager sur le câblage du bâtiment, parce qu'ensuite un preneur peut arriver et dire que ça ne le convient pas et tout refaire, on peut, si on le souhaite, prévoir uniquement les cheminements de câblage. Et c'est un peu la même chose sur l'ensemble des exigences du R2S à travers les différents thèmes qu'on rencontre. Euh, et pour terminer ce slide, donc au niveau de la typologie, on a des projets qui sont variés. La question principale à se poser, c'est celle des services, à mon sens. C'est pourquoi est-ce qu'on déploie cette infrastructure numérique? Quel est le but de cette infrastructure? Et les réponses peuvent être très variées. On a à la fois des bâtiments de bureaux qui veulent déployer des services qui sont liés au confort et à la performance du bâtiment, comme on a des campus d'enseignement qui veulent avoir des services peut-être davantage qui sont liés à l'information aux étudiants, par exemple, ou sur des aspects pédagogiques, où on a des résidents seniors qui veulent déployer des systèmes de sols connectés ou d'information aux usagers également, etc. Donc, les types de projets, je donnerai quelques exemples après de projets, sont assez variés et c'est davantage la question des services qu'il faut se poser. Ensuite, un slide un peu technique, mais qui est intéressant donc, euh, sur la perception des thèmes et ce qui est davantage ou moins bien maîtrisé sur ces thèmes. Donc, je vais dire dans ce slide quels sont les principaux éléments. Je ne pourrais pas forcément rentrer dans le détail de tous les thèmes. Et ce qui est important de dire, c'est que ce slide correspond à des retours d'expérience que j'ai pu avoir ou quand on assistait à des audits, etc. C'est pas issu d'une analyse statistique, c'est davantage des échanges qu'on a pu avoir et les premiers audits R2S. Donc sur la connectivité, on voit que, et d'ailleurs la charte sur le bâtiment connecté fait le même retour d'expérience, que le thème connectivité est le thème qui est le mieux, le plus connu et le plus maîtrisé dans les 6 thèmes qui sont proposés par le référentiel. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément le mieux noté dans les bâtiments qui ont été labellisés. Euh, dans les sujets qui sont maîtrisés par ce thème, on a le rattachement externe, donc c'est-à-dire le rattachement au réseau opérateur et la taille des locaux techniques. Quand je parle d'évolutivité des locaux techniques, c'est-à-dire qu'on demande à ce qu'il y ait une surface minimale pour le local répartiteur et le local opérateur. L'objectif étant que le bâtiment va évoluer, donc on va potentiellement avoir besoin de mettre plus d'équipements dans ces locaux, et donc il faut qu'on puisse prévoir cette possibilité sans avoir à casser les murs, et juste voilà, en prévoyant une taille suffisante pour qu'il y ait des techniciens qui puissent intervenir également de façon efficace.
Ensuite, dans les sujets qui sont un peu moins maîtrisés, on a l'adaptabilité et la redondance du câblage. Donc, par exemple, la redondance du rattachement au réseau opérateur, le nombre de locaux. En fait, quand on parle de redondance, c'est vraiment du rattachement externe jusqu'à l'alimentation de l'équipement. Donc, c'est le nombre de locaux, le nombre de cheminements, la double connexion entre les partiteurs et sous-répartiteurs, par exemple, la redondance de l'alimentation électrique des équipements. Donc, ça, c'est un point qui est développé dans le R2S et qui n'est pas forcément mis en place dans les projets qu'on a pu rencontrer. Enfin, c'est pas le sujet qui est le plus pris en compte, en tout cas. Ensuite, on a le thème euh, architecture réseau qui est considéré comme étant central dans le R2S, et à juste titre, on l'a vu avec l'importance du périmètre du réseau Smart. Donc le plus souvent, le périmètre qu'on rencontre, c'est le périmètre services généraux GTB. Et on a encore peu de cas pour l'instant de réseau mutualisé services généraux preneurs, parce que c'est une configuration, comme on l'a vu précédemment, qui est un peu particulière. Donc sur l'architecture réseau, les sujets qui sont davantage maîtrisés, c'est notamment les capacités des équipements réseau, donc le fait de pouvoir faire du routage des informations, du routage inter-VLAN par exemple, ce qui permet d'améliorer la sécurité, améliorer la bande passante, etc. Euh, Également sur l'administration du réseau, des équipements réseau, de la supervision pour pouvoir diagnostiquer des problèmes réseau et matériel à distance. Ça, c'est un sujet qui fait l'objet d'attention. Dans les sujets les moins maîtrisés, le périmètre du réseau Smart, on voit que les acteurs, c'est pour ça que je mets le point là-dessus, ne, euh, ne se posent pas forcément la question dès le début et plus après avoir vu le référentiel, après avoir parcouru les exigences, alors que c'est une question qu'on doit se poser au préalable. Euh, et ensuite, pour terminer sur ce thème, donc la résilience et la détection d'anomalies sur le réseau ne sont pas forcément des sujets qui sont bien compris. Donc, quand je parle de résilience, ça va être la double connexion des équipements actifs ou le fait qu'il y ait des protocoles de résilience. Donc, c'est-à-dire en cas de rupture d'une liaison, le switch qui est en capacité de trouver le chemin le plus court pour transmettre l'information. Ce slide est assez riche en informations, mais je vois que l'heure tourne, donc je passe un peu rapidement. Veuillez m'en excuser, mais si jamais vous avez des questions, eh ben on pourra y répondre. Et quoi qu'il arrive, cette présentation est enregistrée, donc vous pourrez avoir accès à ce slide. Ensuite, équipement et interface. Comme je le disais précédemment, c'est un sujet qui est peu connu, qui est pas habituel dans les projets de bâtiment, mais dont les demandeurs du label et les acteurs du bâtiment de manière générale saisissent les enjeux et les intérêts sur tous les aspects interopérabilité. Donc on voit que l'API, qui n'était pas forcément connue des acteurs du bâtiment, maintenant, c'est une chose qui est de plus en plus demandée dans un projet de bâtiment connecté et communicant. Et sinon, parmi les sujets qui sont les moins maîtrisés, on a les sujets qui sont liés à la stabilité des services et la résilience des fonctions communicantes. Donc la résilience, c'est les aspects qui sont liés à la mise à jour, à la rétrocompatibilité des API, des interfaces, au fait de prévoir un mode dégradé, par exemple, si jamais il y a si jamais l'aspect communication, si jamais il y a une perte au niveau du réseau. La sécurité numérique, c'est un thème qui est pas encore très maîtrisé, mais dont les enjeux sont connus euh, et grandissants. Donc, au niveau des sujets les mieux maîtrisés sur ce thème, euh, on a traditionnellement un réseau qui comporte quand même quelques principes techniques de sécurité, donc des mécanismes d'authentification et de routage conditionnel des informations sur le réseau. Euh, donc l'authentification, c'est par exemple quand un équipement, quand une personne souhaite accéder au réseau Smart, eh ben, il doit pouvoir être authentifié par ce réseau et n'importe qui ne peut pas accéder au réseau Smart. Et parmi les sujets qui ne sont pas forcément les mieux maîtrisés, c'est le fait de manière générale que le réseau services généraux, si jamais c'est le périmètre qui est choisi, n'est pas forcément vu comme un réseau devant être sécurisé
Or, on voit que déjà, c'est un réseau qui porte des fonctions qui sont importantes. Et par ailleurs, c'est un réseau qui est de plus en plus convergé avec d'autres réseaux. Et donc, du coup, il doit pas y avoir euh, de faiblesse dans le réseau quand il est mutualisé avec d'autres réseaux. Donc, c'est important de sécuriser également le réseau des services généraux. Et on n'a pas forcément d'éléments sur le suivi des flux, donc c'est-à-dire l'analyse du trafic pour prévenir un dysfonctionnement ou une intrusion ou une cartographie du réseau, ou sur les procédures. Parce qu'au sein des bâtiments, on n'a pas forcément les acteurs à l'heure actuelle qui sont bien formés à comprendre, enfin à maîtriser en tout cas plutôt les enjeux de sécurité numérique. Ensuite, le thème management responsable, qui est assez varié, donc c'est dur de faire une conclusion globale sur ce thème. La maîtrise est très disparate selon les sujets. On a des sujets qui sont liés au management de projet qu'on retrouve, et les acteurs du bâtiment sont assez habitués à ces sujets-là, donc qui sont assez maîtrisés. Et, euh, et la prise en compte grandissante des sujets liés à la propriété juridique. Donc, quand on parle de propriété juridique, c'est à la fois propriété de l'infrastructure technique et des données. Par contre, sujet moins maîtrisé, l'exploitation du bâtiment, donc ça va être les SLA, donc Service Level Agreement, c'est la qualité avec laquelle le bâtiment met à disposition les données à des acteurs extérieurs, le commissionnement également, surtout sur les sujets numériques, pas forcément bien pris en compte. L'empreinte environnementale du numérique, même s'il y a une prise en compte de ces enjeux, c'est pas forcément bien appliqué. Et pour terminer, le thème service, donc il y a une maturité sur ce sujet, c'est-à-dire qu'il y a des demandes maintenant qui sont assez précises par les maîtres d'ouvrage, qui savent quel service ils souhaitent mettre en place sur le bâtiment. Ils veulent aller plus loin et c'est pour ça, à ce titre, justement, qu'on développe des extensions servicielles. Pour terminer, pour vous laisser un peu de temps pour les questions, donc avant de se lancer dans un projet R2Z, j'ai noté quelques éléments à prendre en compte, mais il y en a de nombreux. Et étant donné que le R2S s'adresse à des bâtiments qui sont très variés dans leur typologie et activité, les quelques conseils qui sont disséminés dans cette slide sont très génériques euh, et regroupent déjà des éléments que j'ai dit précédemment. Donc on retrouve les éléments sur le service. Donc étant donné que le service est la finalité de ce référentiel, c'est une des premières questions qu'on doit se poser. Donc, quel service je souhaite mettre en place sur mon bâtiment? La question du réseau smart est un peu liée, donc bien définir le périmètre du réseau, donc quelles données, quel thème, quel sujet je veux euh, avoir sur mon réseau smart, quelles données je veux voir circuler sur ce réseau. L'adaptabilité, donc penser dès maintenant au fait que le bâtiment va devoir évoluer et donc penser de la même façon à ce qu'on pense désormais de plus en plus à une architecture euh, adaptable avec des cloisons adaptables, modulaires, etc. C'est la même chose pour la technique, c'est la même chose pour le câblage, pour les équipements. Il faut prévoir dès maintenant un bâtiment qui puisse adapter son câblage avec des réserves, avec le fait de déployer des nouvelles prises rapidement, etc. Contextuel, c'est assez bête dit comme ça, mais c'est toujours important de le rappeler. Donc, définir les exigences selon les ambitions. Donc, c'est là souvent la question qu'on pose. Donc, quel est le niveau que peut obtenir ce bâtiment ou quel niveau peut obtenir un bâtiment qui regroupe telles caractéristiques? Mais en fait, c'est plus selon les ambitions du projet. On va avoir et ça dépend des thématiques. On a des acteurs qui sont des banques, par exemple, qui ont des sujets de sécurité qui sont extrêmement importants. Donc, ils vont mettre l'accent sur le thème sécurité numérique parce que c'est très important pour eux, pour leur cœur d'activité. Et on a des acteurs pour qui ils ne veulent pas avoir je sais pas, ça peut être une plateforme qui reçoit des appels, ils veulent pas avoir de problème sur leur connectivité, sur leur réseau. Et donc, du coup, ils mettront l'accent sur ce sujet-là. Donc, à prévoir en fonction des activités, des services que veut déployer le bâtiment. Il n'y a pas de réponse précise, ça doit être des discussions. Pour terminer, le projet transversal, ça c'est un élément qui est assez nouveau dans les bâtiments connectés, c'est avec l'arrivée de l'informatique, de ces éléments qui sont présents dans l'équipement interface.
on doit avoir une vision transversale du bâtiment parce que c'est à la fois un problème et une opportunité. Le numérique est transversal et touche à de nombreux aspects. Donc on a à la fois le CVC, la sécurité, le courant faible, courant fort, etc. Donc il faut un acteur, une sorte de bureau d'études smart qui soit en capacité de chapeauter et d'avoir une vision transversale de tous ces sujets pour éviter d'avoir des visions silotées lot par lot qui, au final, ne conduisent pas forcément à la bonne réussite du projet, qui peut avoir des limites. Et pour terminer, parce qu'on me dit que je prends trop de temps, la partie exploitation, c'est-à-dire qu'on ne doit pas construire un bâtiment qui soit très perfectionné à la livraison, mais qui ne fonctionne pas en exploitation, c'est-à-dire qu'on doit prévoir des interfaces pour pouvoir l'exploiter facilement. On peut prévoir, enfin, il y a plusieurs outils de commissionnement, on peut prévoir des interfaces pour se plugger rapidement avec le bâtiment, pour déployer des nouveaux services rapidement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas arrêter les réflexions à la réalisation du bâtiment, mais il faut toujours avoir en tête, et même on peut idéalement faire intervenir les acteurs de l'exploitation si on les connaît le plus tôt dans le projet pour qu'ils puissent comprendre comment fonctionne le bâtiment pour l'exploiter plus facilement ensuite. Donc je terminerai avec cette slide, donc pour un rapide rappel du label où on en est. Donc il y a une trentaine de sites qui sont engagés en R2S en ce moment. Donc voilà, on a mis quelques noms de maîtres d'ouvrage engagés. On a au niveau des pourcentages, principalement des bâtiments en conception-réalisation, mais je mets l'accent sur le fait que donc, du coup en rénovation-exploitation, c'est tout à fait possible et on peut tout à fait labelliser des bâtiments à ce stade. Et ensuite, au niveau des usages des bâtiments engagés, c'est assez varié. On a principalement des bureaux, mais on a aussi également pas mal d'établissements d'enseignement et de santé. Et pour les typologies de bâtiments, des campus, des tours, des sièges, des bâtiments livrés en blanc ou déjà loués, c'est assez varié. Et on a un intérêt à l'international, donc on a des bâtiments en cours de labellisation dans plusieurs pays européens. Et dernier slide, donc comme je disais précédemment, R2S est le socle sur lequel on se base pour développer des extensions servicielles. Et l'extension qu'on est en train de développer, c'est FormGrid sur l'énergie. Les opérations pilotes sont en cours et a priori, il devrait y avoir un lancement en septembre. Donc voilà, maintenant, excusez-moi, j'ai pris un peu plus de temps qu'il était prévu, mais il y a toujours du temps pour les questions. Donc, je vais maintenant lire les questions. Alors, je vais remonter un peu les questions. Alors, je remonte dans le chat, mais excusez-moi si jamais j'en saute, n'hésitez pas. Vous avez mon mail à la fin à me les poser ou à les reposer dans le chat après. Donc, est-il possible de récupérer la présentation? La présentation est enregistrée, donc pour moi, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Elle sera récupérable. Bonjour et merci pour la présentation. Lorsque vous parlez de la valorisation, quel est le pourcentage de ROI, coût du label inclus? Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent et qui est évidemment très intéressante et auquel on se pose beaucoup de questions. Malheureusement, étant donné que le label est sorti en juillet 2018, on n'a à l'heure actuelle pas assez d'éléments pour pouvoir faire des statistiques précises de la valeur smart, si on peut l'appeler comme ça, la valeur numérique des bâtiments. C'est pour ça on se base plus sur des études pour sortir des chiffres. Donc, il y a ce pourcentage qu'on a vu en début de conférence sur le fait qu'un bâtiment connecté, intelligent, pourra se louer 10% plus cher un bâtiment non connecté. Donc c'est plutôt sur des études sur lesquelles on se base, mais évidemment, on aura d'éléments. Enfin, moi, je suis très intéressé par essayer de trouver justement un ROI. Donc malheureusement, je ne peux pas vous répondre plus que ça pour l'instant. Quels sont les services hors énergétique attendus? Euh, donc, le champ des possibles est très varié. On a des services qui sont qui peuvent être assez variés. Donc, par exemple, on a, comme je disais, donc les services énergétiques, comme vous le dites, qui sont en développement. Et ensuite, parmi les réflexions qu'il y a au cours de la SB en ce moment, on a des services qui sont liés à la mobilité, aux véhicules électriques, par exemple. Donc les véhicules et les batteries qui sont associées aux véhicules électriques.
Comment est-ce qu'on va faire en sorte de maximiser la recharge du véhicule électrique? Comment est-ce qu'on va se servir de ces batteries pour stocker, décharger de l'énergie, par exemple? Comment uploader bien les recharges, enfin, les véhicules électriques au bâtiment? On a des services d'information également qui peuvent être intéressants pour les occupants sur la cantine également, sur la maintenance des équipements du bâtiment. On peut avoir des services de géolocalisation, euh, services généraux de manière générale, sur le confort des occupants, des preneurs. Euh, voilà quelques exemples de services qu'on peut avoir dans le bâtiment. Alors, bonjour, merci pour votre présentation. Qu'entendez-vous par la règle des 3 L? Donc, la règle des 3 L, elle a été théorisée enfin, théorisée, c'est un grand mot, par la SBA et CERTIVA. Donc, c'est-à-dire qu'on passe d'une règle où ce qui compte dans le choix d'un immeuble, d'un bâtiment, c'est la localisation, la localisation, la localisation. Et ce qu'on souhaite dire, c'est que avec l'arrivée des services et du numérique, cette règle est un peu remplacée par la règle des 3 S. Donc, ce qui compte également, c'est un service smart et sécurisé. Donc, c'est-à-dire que il n'y a plus uniquement la localisation qui va compter dans le choix d'un immeuble, et on le voit d'ailleurs à travers, parmi les grandes entreprises, sur celles qui déploient des campus hors des centres-villes, mais qui en échange déploient au sein de ces campus de plus en plus de services. Donc, cette règle permet de mettre en avant que la localisation n'est désormais plus le critère, le seul critère dominant dans le choix d'un immeuble, mais que les services maintenant sont pris en compte dans cette équation. Euh, alors, ah oui, c'est une bonne question. Bonjour, quels moyens ou outils permettent de mesurer l'impact environnemental du R2S? Donc du coup, c'est vrai que j'ai parlé de ce sujet, mais je ne l'ai pas détaillé. Euh, C'est une question qui nous intéresse beaucoup au sein de Certiva, étant donné que notre cœur de métier, c'est les sujets du développement durable, de l'environnement, etc. Donc, quand on a vu débarquer les sujets liés au numérique, on s'est posé la question, quid du poids environnemental de ces équipements? Alors, j'ai deux réponses par rapport à cette question. Déjà, il y a une réponse sur une exigence qui demande à ce qu'il y ait une FDES, donc c'est une fiche, pardon, une fiche PEP, je confonds les deux. Donc, la fiche PEP, justement, c'est un peu la FDES des équipements électroniques. C'est une fiche qui résume le bilan environnemental des équipements électroniques. Donc, ça peut être du câblage, du capteur, d'un switch, d'un équipement réseau. Et à l'heure actuelle, on demande qu'il y ait une fiche PEP qui soit fournie sur un équipement qui appartient au réseau Smart. Donc ça peut être, comme je disais, un routeur, un switch, du câblage, etc. À l'heure actuelle, on en demande assez peu parce qu'il y a assez peu de fiches PEP. Ça va être un peu le même raisonnement qu'avec HQE, où au début on demandait des fiches FDES, c'était assez peu connu, et avec le temps, le but, ça va être d'en demander de plus en plus. Donc il y a cette exigence qui, de façon explicite, adresse le sujet de l'empreinte environnementale du bâtiment. Et ensuite, il y a des exigences, mais qui sont davantage implicites, qui ne sont pas des exigences en tant que telles, où c'est pas indiqué que ça favorise la réduction de l'empreinte environnementale du bâtiment. Mais par exemple, le fait de valoriser le fait d'avoir un réseau fédérateur, un réseau unique sur le bâtiment, et de penser à ce que cette architecture soit adaptable dans le temps, favorise la réduction de cette empreinte. Pourquoi? Parce que si on a un réseau unique, ben, on va avoir moins de câbles à tirer. Qui dit câble dit ressources naturelles, dit cuivre, etc. Euh, et si jamais on a un bâtiment qui est adaptable, un problème qu'on rencontre sur le bâtiment, et ça ressort de discussions que j'ai pu avoir avec des experts, c'est que on a parfois du câblage qui est retiré alors que sa durée de vie est encore effective, juste parce qu'il y a un changement de locataire et qu'il veut mettre en place son propre câblage, par exemple, ou qu'il y a un changement, voilà, peu importe. Et donc, du coup, le fait de penser à une architecture qui va être déployée jusqu'au preneur ou d'avoir un câblage qui est adaptable, ça va permettre d'avoir euh, à adapter moins, attirer moins de câblage depuis les répartiteurs généraux, depuis le bas du bâtiment, et adapter plus facilement le câblage existant sans avoir à le remplacer. Donc
il y a ces sujets-là, il y a l'interopérabilité également. Donc si jamais on est sur une logique où on a des équipements qui sont ouverts, qui peuvent s'adapter à d'autres types d'équipements, à d'autres industriels, à d'autres protocoles, eh ben, on va avoir moins d'obsolescence de ces équipements. Parce que si jamais on a un changement d'une solution qu'on peut mettre en place sur le bâtiment, eh ben, on va pouvoir, donc on veut changer un équipement, on va pouvoir changer l'équipement sans forcément avoir à changer les équipements qui sont dans les couches inférieures parce qu'ils n'ont pas les mêmes protocoles, parce qu'ils ne sont pas du même équipementier, etc. Donc c'est une réponse, enfin c'est une question très intéressante et une réponse qui est pas forcément simple et un peu disséminée dans le R2S. Sachant, pour terminer par rapport à cette question, qu'un bâtiment R2S, il ne faut pas avoir la vision que ça va être un bâtiment qui est suréquipé par rapport à un bâtiment traditionnel. Dans beaucoup de nos bâtiments, j'ai presque envie de dire tous nos bâtiments, on a maintenant une connexion Internet. Le R2S, ce n'est pas le suréquipement des bâtiments. On a toujours les mêmes types d'équipements, on a toujours des switches, des routeurs, on a toujours du câblage, on en a dans tous les bâtiments, mais c'est juste comment est-ce qu'on va faire en sorte que ces switches, que ces équipements supportent des fonctions un peu plus avancées pour pouvoir faire un peu plus de choses avec les données et comment mieux penser ce câblage. Ensuite, quelle est la prise en compte par les fournisseurs de GTB, GTC sur le marche, il support ou résiste? Donc, je reformule la question, dites-moi si j'ai bien compris. Comment prennent en compte, enfin, comment les fournisseurs de GTB, GTC prennent en compte l'arrivée du R2S? C'est comme ça que je comprends la question. Euh, c'est une bonne question qui n'est pas forcément facile à répondre. Je dirais qu'au début du R2S, euh, et au début plutôt, quand la SBA a commencé à parler de ces enjeux en 2012, quand ils ont été créés, c'était un peu leur leitmotiv, c'était euh, la séparabilité des trois couches, donc le fait d'avoir un réseau du matériel et des services qui puissent s'interchanger, quelles que soient les solutions, quels que soient les industriels qu'on met en place et favoriser l'interopérabilité du bâtiment. Moi, à mon sens, l'interprétation que j'en ai, mais elle m'est propre et elle pourrait être différente selon les acteurs, selon les points de vue, c'est que le secteur du bâtiment, c'est un monde où il y a quand même beaucoup d'inertie. Et donc, du coup, quand quelque chose se met en place, ça met toujours du temps à se mettre en place, mais je vois arriver et on voit des gammes de produits plus interopérables, disposant d'API plus ouvertes, se déployer parmi l'ensemble des industriels que je connais. Donc, à mon sens, il y a une marche vers l'interopérabilité, vers l'ouverture des données qui est plus grande. Alors, on a certains équipementiers qui ont pris ce pas plutôt que d'autres, mais j'ai l'impression qu'il y a eu dans un premier temps peut-être une résistance et certains continuent de résister, mais qu'ils ont davantage intégré le fait que maintenant, il y a des maîtres ouvrages qui posent cette condition, le fait d'avoir voilà, une infrastructure interopérable sur laquelle on peut récupérer les données. Étant donné que les maîtres d'ouvrage le demandent, voilà, le sujet émerge et les équipementiers doivent s'adapter à ça. Ensuite, je continue. Bonjour, merci pour cette présentation. Existe-t-il une cartographie des projets à labelliser avec indication du niveau atteint? Alors, on ne dispose pas de cartographie au sens propre, mais par contre, si ça vous intéresse, on a sur le site R2S, donc r2s.certiva.fr, à la rubrique ressources, des documents qu'on appelle des business cases. Donc les business cases, ce sont des fiches qui ont pour objectif de résumer de façon synthétique les projets qui sont labellisés, donc en simple recto verso qui résume la philosophie du projet, les acteurs qui portent la démarche, l'AMO, maître d'ouvrage, d'autres acteurs prestataires de services, et qui en deux, trois lignes, thème par thème, résume ce qui a été fait sur le projet au niveau de sa connectivité, de son réseau, etc. Et l'objectif, c'est que, avec l'accord du maître d'ouvrage, à chaque fois qu'il y a un projet labellisé, on établisse une business case qui permet aux acteurs sur R2S de voir un peu près, un peu plus concrètement
ce qu'il y a derrière ça. Donc vous avez l'ensemble de ces fiches qu'on met à jour en fonction des projets qui sont labellisés sur le site de R2S. Voilà, si jamais vous n'arrivez pas à trouver, n'hésitez pas à m'adresser un mail. Une autre question, comment se passent les audits? Faut-il un cahier des charges précis définissant les exigences à prendre en compte et qui l'établit? Alors, cette question dépend de la phase dans laquelle on se situe. On a un référentiel qui adresse, comme on l'a dit, à la fois les projets en conception, réalisation, exploitation, et évidemment, en fonction de la phase dans laquelle on se situe, les modes de preuve demandés, qui sont détaillés dans le référentiel R2S, qui est disponible sur le site R2S, s'adapte en fonction de la phase dans laquelle on se situe. Donc, quand on est en conception, on aura une demande davantage sur le cahier des charges du réseau, de la connectivité, enfin, qui sont liés à ces sujets. Il y a des sujets qu'on peut prévoir uniquement en exploitation et d'autres uniquement en conception-réalisation. C'est pour ça qu'il y a des exigences qui sont conditionnées à la phase dans laquelle on se situe. Par exemple, on demande à ce qu'il y ait un lot smart sur le R2S. Évidemment, on va demander ce lot smart en conception et quand on sera en exploitation, ce n'aura plus d'objet, donc ce n'est plus demandé dans les exigences. Et inversement, il y a des exigences qu'on demande qu'en exploitation parce que c'est question de procédure d'exploitation à mettre en œuvre. Et donc du coup, un cahier des charges permet en phase de conception de répondre à des exigences. Mais de manière générale, dans le référentiel, à chaque phase, vous avez des exemples ou les modes de preuve qui sont attendus pour justifier de chaque exigence du référentiel. Et voilà, donc du coup, en réalisation, on va demander davantage la mise en œuvre de l'exigence, donc avec la visite sur site, par exemple, ou des fiches techniques qui permettent de démontrer les caractéristiques de l'équipement. On va demander des DOE, par exemple, etc. Alors, vous évoquez les fiches PEP. Est-ce à dire que la prochaine RE2020 inclura le R2S? Encore merci. Alors, sur cette question fiche PEP RE2020, je ne suis pas le sujet RE2020 de près, donc j'ai peur de dire des bêtises. Donc, je peux pas vraiment répondre à cette question, je m'en excuse. Je sais que dans E+, C-, il y avait une prise en compte de ces enjeux, mais je ne sais pas exactement si ça a été reconduit entre l'expérimentation et la future réglementation. À la base, dans Plus et moins, il y avait une prise en compte des autres usages de l'énergie euh, et des enjeux qui sont qui vont au-delà des 5 usages de la RT 2012. Mais par contre, je suis pas sûr de savoir, tant au niveau des consommations des autres usages bureautiques, etc., tant au niveau des fiches PEP, si c'est bien reconduit dans la RE 2020. Donc, malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question. Alors, qui est le porteur de la certification, preneur ou maître d'ouvrage? Traditionnellement, le preneur de la certification, c'est le maître d'ouvrage, c'est le propriétaire du bâtiment. Donc, ça peut être promoteur, foncière, grand propriétaire. Mais on peut avoir plusieurs cas de bâtiments où c'est le preneur qui peut être porteur de la labellisation. Généralement, c'est du monopreneur. C'est pour ça que je mettais en avant le fait que monopreneur, ça pouvait avoir des facilités. Il peut y avoir, on a des cas de bâtiments qui sont en cours de labellisation où un monopreneur est intéressé par le R2S. Et donc, du coup, il impose à son promoteur de prendre en compte les enjeux du R2S, où on a un bâtiment qui est en exploitation et un preneur du bâtiment souhaite déployer le R2S. À ce moment-là, la seule chose qu'on demande, c'est que, étant donné qu'il y a des sujets qui sont liés aux services généraux, aux locaux techniques du bâtiment, aux parties communes, on demande simplement à ce que le preneur ait l'accord du propriétaire du bâtiment pour mettre en place la certification, parce que dans le cadre du référentiel, il se peut que le preneur, pour justifier des exigences, ait besoin de documents qui dépendent du propriétaire ou de l'exploitant. Et donc, du coup, il ne faudrait pas arriver dans la situation où, une fois qu'on a labellisé, ben, le propriétaire souhaite garder des équipements pour une raison, des documents pour une raison X ou Y. Donc, du coup, voilà, on demande simplement que le propriétaire soit conscient de la volonté de labellisation du preneur pour que ce projet se déroule bien.
Une autre question, si le preneur qui porte la certification, est-ce que cela a un impact sur les dates d'obtention de la certification? Non, pas d'impact précis, à savoir que pour obtenir la labellisation, ça se fait quand on est en construction en phase de livraison. Donc, si on prend un projet dès le début, on ne peut pas obtenir une labellisation définitive sur une phase conception. Étant donné qu'entre la conception et la réalisation, il y a toujours des changements qui se font, euh, on ne peut pas accorder du coup un projet à ce qu'il soit labellisé R2S sur cette phase. On doit attendre à minima qu'il ait été livré pour le labelliser R2S. En conception, il peut avoir une labellisation provisoire, une attestation provisoire, pardon, du fait qu'il est engagé dans une démarche R2S. Et que ce soit le preneur ou le maître d'ouvrage, à mon sens, il n'y a pas, sauf particularité que je ne verrai pas, qui ne me viennent pas en tête, il n'y a pas d'impact sur la date d'obtention de la labellisation. Et en exploitation, il y a 2 cycles qui sont proposés, donc 1 an ou 3 ans. Et donc là, dès la première année, on peut obtenir la labellisation R2S. Et ensuite, on peut avoir, si on le souhaite, continuer sur 2 autres années pour des audits documentaires et s'assurer que ces procédures dont je parle depuis le début sont bien mises en place sur le bâtiment et sont bien prises en compte et que le bâtiment continue à être exploité efficacement. Hum, il me semble que j'ai répondu à l'ensemble des questions, où j'en vois pas forcément d'autres. Tant mieux parce que j'ai un peu dépassé mon temps et on arrive tout à la fin. Euh, donc par rapport aux questions sur la présentation, je confirme elle sera bien disponible. Donc voilà, si jamais il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre intérêt et pour les questions que vous avez posées. Et donc voilà, si jamais vous avez des questions qui vous viennent après ou des questions un peu plus précises sur des sujets, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Il me semble que mon adresse mail, voilà, est marquée tout à la fin de la présentation, alexis.certiva@certiva.fr, et je répondrai à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.